Allez, on va la couper cette petite musique, on en a l'habitude. Ça prend du temps pour vous laisser le temps d'arriver. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On est là un petit peu plus tard que prévu, oui, en effet, bien sûr. Il était à peu près 17h47 quand je me suis rendu compte qu'on avait une émission à 18h et j'étais présentement au Chiquito à La Ciotat. C'est faux, c'est complètement faux. Les, les choses ont fait qu'il valait mieux décaler à 22h. Voilà pourquoi on est arrivé un petit peu plus tard que prévu. Ça change rien, le programme est le même. On entre dans la phase la plus intéressante de cette saison de MLR. J'espère que vous avez suivi les matchs, j'espère que vous suivrez les matchs encore jusqu'à la fin de la saison. Lui en tout cas il les a tous regardés, il les a tous décortiqués. Il est avec moi ce soir, il va se coucher plus tard que d'habitude. Généralement il est déjà au lit depuis 1 heure, mais là il a fait l'effort de veiller. Pierre Amiche est avec moi, salut Pierrot. Salut Rémi, salut à tous. Je fais l'effort, pas vraiment un effort, on parle des phases finales, donc c'est plutôt excitant. Et puis on s'est mis à l'heure américaine cette semaine. Donc c'est Exactement. plutôt cool aussi, voilà, fin d'après-midi américaine. Voilà, 16h à New York, 13h du côté de Los Angeles, je crois que c'est 8h avec Dallas. Si je me trompe pas. Hello Max, salut Max, bonsoir à toi, très content que tu sois là, bonsoir à toutes et à tous. On est content que vous soyez là. On est follow par un certain Pamiche, voilà. Bravo, bienvenue à Pamiche du coup. On l'embrasse. Je ne sais pas qui c'est certainement un homme de goût. Non, mais je suis pas le mec le plus adroit et agile sur Twitch. Donc chaque semaine, chaque fois que je reviens, je découvre des trucs, tu vois. Il y a 3 semaines, j'ai découvert le chat. Là, j'ai découvert qu'on pouvait s'abonner, je savais pas. Donc je l'ai fait cliquer. Donc ceux qui nous suivent, vous pouvez en haut à Faites comme gauche lui. activer les notifications. Je savais pas que ça existait, c'est trop cool. Exactement, et oui, pour avoir tous nos lives et être prévenu dès qu'on part en live, parce qu'en plus on peut partir n'importe quand manifestement, hein. Dans cette émission c'est un peu n'importe quoi qui prime. On était censé partir à 18h, on est parti à 22, là ça n'a aucun sens. On est déjà parti le lendemain, on est déjà parti 1 heure avant, bref, vous le savez, on fait un peu comme on veut. C'est ça aussi la magie de Twitch, évidemment, c'est qu'on peut faire un petit peu comme on le souhaite, et ça c'est bien le plus important. Je rappelle évidemment à toute fin utile que c'est un live qui est complètement payé par nos amis de Cuisine Solutions Sous Vide. C'est faux évidemment, mais ça c'est pour vous rappeler qu'il y a eu des superbes maillots cette saison, les maillots City Edition. Il avait tapé dans l'œil d'Aymeric Milan. C'est vrai que ce sponsor il est incroyable, Pierrot. Ouais, écoute, on n'a pas toujours le choix. Je pense que ils auraient préféré être sponsorisés par Tesla, tu vois, mais bon, voilà. C'est pas mal, moi j'aime bien, c'est joli, c'est mignon. Ça fait très stade français, hein. Je réitère, hein, je l'avais dit, ça n'avait pas plu à Monsieur Milan, mais... C'est stade français de la grande époque Guazzini, quoi. Ouais, c'est ça, exactement, les fleurs comme ça. Il y avait des mélanges de couleurs audacieux. Exactement. Old Glory évidemment qui est au programme de ces quarts de finale ou demi-finale de conf évidemment pour parler un peu plus américain. Voilà le programme. New England Old Glory, Nola Gold, Chicago, ça c'est à l'est, à l'ouest, Houston, Dallas, Seattle, San Diego. Il y avait globalement 3 matchs qui se détachent avec un favori qui se détachait, Pierrot. New England, Nola, Houston. Et puis il y avait un match un peu plus accroché sur le papier, Seattle, San Diego. Et la logique n'a pas toujours été respectée. Non, pas toujours. Il y a eu des grosses surprises. Je vais pas spoiler, hein. Je vais éviter de vous dévoiler ça avant qu'on voit les résultats. Mais honnêtement, j'aurais pas parié 1 euro sur les finales de conf. Il y a pour moi 2 énormes surprises et une contre-performance. Donc, il n'y a qu'un seul club qu'on attendait à ce niveau-là et qui est présent en finale de conf, enfin une seule franchise. Mais oui, pour répondre à ta question, Rémi, il y a eu des grosses surprises, 2 énormes, voilà. Ouais, deux énormes, les exactement. On va pas les voir tout de suite, on va faire dans l'ordre des matchs, tout simplement. On va faire dans l'ordre chronologique cette fois, on va pas s'emmerder. On va jouer tout de suite le premier match. On va commencer évidemment par ce New England Old Glory. C'est un match important, le premier donc de l'Est contre le 4e. Ça, c'est le format évidemment habituel. Mais Old Glory était allé gagner à New England et a plutôt bien fini
sa phase régulière, là où New England a eu quelques contre-performances. Donc il y avait peut-être quelque chose à faire. Et justement, on va aller voir ce match qui commence très 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 bien pour les Free Jacks qui vont partir sur l'air. On va aller chercher Paula Balekana qui va aller crucifier Percy Humphreys et qui a complètement perdu son âme sur le coup. Et il va servir Balekana, Rhys McDonald pour le premier essai. On joue depuis seulement 4 minutes. Et je sais pas si tu as fait attention, Pierrot, il n'y a que les lignes de rugby. Pour une fois. Oui, oui. Ça fait plaisir de voir des stats qui sont dédiés à ça, c'est cool. Exactement. Et dans la foulée, malgré le bon départ de New England, c'est Old Glory qui va vraiment se mettre à tenir le ballon et à faire très très mal aux joueurs de Boston. Ouais, exactement, avec ce premier essai signé Buckley sur cette remise de Tevita Nakali. Et puis Buckley encore une fois suite à cette magnifique percée de Robertson, le petit offload de la petite Chistera magnifique pour trouver du soutien. Et à la fin, eh bien, c'est encore Connor Buckley qui vient conclure. Je vous l'ai remise au ralenti bien évidemment parce que c'est une superbe action. La très belle course. Alors au niveau de la défense évidemment il y a quelques manques chez les Jacks libres. Mais derrière le travail de Robertson il est parfait. Ouais, puis le petit geste, la Chistera qui est bien senti. Buckley qui va conclure l'action à 7 points. On rappelle, si vous nous rejoignez, que quand vous marquez sous les poteaux, il y a un petit losange, un rectangle qui est dessiné. Et si vous aplatissez, c'est 7 points comme un essai de pénalité. Il n'y a même pas besoin de transformer. Exactement. Et les 2 points en plus sont pour le marqueur d'essai. Ouais. 21-13. Le marqueur d'essai marque 7 points. Exactement, 21-13, mais eh bien New England va faire ce qu'il sait faire de mieux, marquer en force d'abord, et puis ensuite se balader à l'image là de Wayne Vanderbank, le numéro 13, qui vient éliminer à mon sens 33 joueurs. Enfin en tout cas il a joué avec l'âme de toute la défense d'Old Glory pour aller servir son demi de mêlée qui vient marquer juste avant la mi-temps, Oscar Lennon en l'occurrence. 30-21 à la pause pour New England. Old Glory va marquer un 4e essai en deuxième période. Il est signé Connor Buckley, bien évidemment, mais ça va être tout. 33-29. Alors pourquoi on voit pas grand chose du côté de New England? Parce qu'en fait New England a surtout marqué grâce à son homme fort, pas son capitaine mais l'un de ses hommes de base. Pierre, c'est Jason Potros. Ouais. Exactement, 18 points samedi soir, 7 sur 9 au pied. Pénalité plus transformation évidemment. 99 mètres parcourus ballon en main, c'est le plus gros total. Il a aussi tapé 233 mètres je crois au pied. Grosse perf, et surtout perf vitale parce que c'est lui clairement qui envoie son équipe en finale de conf. Ouais, c'est un joueur néo-zélandais qui était passé sous les radars des franchises du Super Rugby parce qu'il a joué à Taranaki et il était très bon. C'était un des meilleurs joueurs de cette formation, mais il n'a jamais eu sa chance au niveau supérieur. C'est un joueur assez complet qui est capable de jouer 10, 12, 15. Il s'est imposé plutôt en tant que demi d'ouverture du côté de la MLR. Et c'est un parcours un peu intéressant finalement parce que c'est assez symptomatique des très bons joueurs qu'on va retrouver dans ce championnat MLR. C'est des joueurs qui sont très bons dans leur championnat domestique, mais à qui il manque un tout petit cran pour passer au niveau supérieur, que ce soit en Super Rugby ou en Top 14 ou au niveau anglais par exemple. Ça va être des joueurs qui vont souvent tourner autour d'équipes comme les Queens il y a 7 ou 8 ans, ou comme Leicester il y a 3 ou 4 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas des top équipes, des bonnes équipes où ils s'imposent un peu, mais qui ne jouent pas les phases finales. Et c'est un peu le symbole de la revanche, du nouveau challenge qui sourit bien. Et puis Potros, pour ses premiers matchs, il a été assez énorme aux États-Unis. Et puis là, oui, évidemment, c'est lui qui porte cette équipe. Ce qui est paradoxal au final, c'est que c'est une équipe qui a un peu changé son jeu en cours de saison. Ils avaient tendance à mettre beaucoup de volume au début de l'année. Et là, phase finale oblige, ils ont resserré. Et tant mieux pour eux parce que c'est une équipe qui a une identité très forte. Quand on cherche à vendre son championnat à l'étranger, ce genre d'équipe-là, c'est important pour le rugby américain. C'est l'équivalent des Patriots en foot US. Ils ont un très fort ancrage local, que ce soit les couleurs, les symboles, la ville, tout ça, ça crée une identité forte. Donc, on sort un peu simplement du rugby, là, puisqu'il y a quand même un gros objet de communication pour les franchises. Et cette équipe-là, elle est hyper intéressante. Après,
Old Glory ils peuvent vraiment avoir des regrets parce que quand on voit qu'ils viennent mourir à 4 points de la meilleure franchise de leur conférence, ils peuvent se bouffer un peu les couilles de se retrouver quatrième à l'issue de la saison régulière. C'est vrai qu'Old Glory fait un très très bon match. Évidemment, il y a la perf de Connor Buckley qui met un triplé, bien évidemment, mais Ouais. c'est même toute l'équipe. Cette équipe d'Old Glory, on n'en a pas tant parlé. On a évidemment évoqué notre ami Corey Daniel il y a quelques semaines. Tu t'avais présenté sa carrière, mais c'est vrai qu'on avait très peu parlé de cette équipe. J'ai l'impression qu'elle a été un peu plus. Elle a vraiment élevé son niveau sur ses phases finales. Et quand on voit la physionomie du match, c'est pas une surprise, enfin c'est pas immérité si jamais celui qui gagne. Non, c'est sûr. Et puis ils marquent 4 essais contre 3. Ils ont globalement tenu le ballon. Si on regarde les statistiques du match, ils ont clairement pas à rougir finalement de cette rencontre, puisque ils sont dominés parce qu'ils ont moins le ballon, ils plaquent quasiment 180 fois, ce qui est énorme. Ça veut dire quand même ils ont peu tenu le ballon, mais ils se sont fait très peu franchir au final. Meilleure Ils équipe au ont plaquage de la réussi. saison, hein. Corey Ouais, Daniel, c'est meilleur une des plus plaqueur grosses notamment. défenses. Ouais, mais comment, enfin, avec le volume qu'il a et tout, c'est assez logique sur ce match-là. Je veux pas te dire de bêtises, il met 23 plaquages, je crois. Enfin, c'est encore un truc de foufou, quoi. Donc, c'est typiquement le genre de joueur. Les Américains peuvent pas s'en passer au niveau international de Corey Daniel. Au même titre que Buckley, qui est un Américain pur jus, ce qui est rare pour un demi de mêlée. C'est vrai. La plupart des demi de mêlée ou des demi d'ouverture de la MLR aujourd'hui sont des joueurs qui viennent de l'étranger. Ça peut être de tous les pays. Enfin, je vais pas commencer à détailler, mais voilà, il y a beaucoup, Je crois qu'il n'y a pas de beaucoup de Laotien. demi de mêlée anglais. Quoi? Je crois qu'il n'y a pas de demi de mêlée Laotien. Pas de Laotiens? Non, je Non, crois ils pas. sont assez rares. Non, mais je veux dire, des Australiens, des Néo-Zélandais, des Anglais, beaucoup d'Anglais, bizarrement. Mais lui, c'est un pur américain. Non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Ils peuvent avoir des regrets, surtout au vu du bilan, parce qu'à une victoire près, ils étaient troisième. Donc, ils rencontraient Nola plutôt que New England. On verra les résultats. Chicago-Nola, c'était un match sur le papier qui était quand même largement en faveur de Nola. Mais je ne dis pas que All Glory troisième, ils étaient en finale de conf. Mais là, ils peuvent avoir des regrets parce que les Free Jacks, c'est un bilan de 11-5. Donc, c'est une des meilleures équipes de la ligue. Il n'y a qu'une équipe qui avait fait mieux, c'était Houston. Et ils étaient au niveau de Seattle et de San Diego. Donc, ouais, clairement, Old Glory peuvent nourrir des regrets. Cette équipe de New England, hein, on va terminer rapidement sur ce match-là avant de passer sur les trois autres évidemment, parce qu'en plus la logique est respectée. Mais New England, on rappelle, c'est le champion en titre. Et clairement, on a l'impression aussi que cette habitude des phases finales, elle a joué indéniablement sur cette partie. Et puis en plus, bon, évidemment, l'expérience et le vécu collectif, ça pèse toujours. Mais en plus, ils avaient des absents. C'est-à-dire qu'ils sont présentés sans Wian Conradi, qui est peut-être leur meilleur joueur, en troisième ligne. Bon, ça révolutionne pas tout, mais déjà, quand tu as un troisième ligne de ce niveau-là qui est absent, c'est un vrai problème. Ils n'avaient pas Martin Sigren, le capitaine chilien, qui est fer de lance de ce pack énorme. Il leur manquait, je ne veux pas dire de bêtises, mais ils avaient 7 ou 8 blessés. Il leur manquait en deuxième ligne, c'est Kylie Bailey, le grand Canadien. Bon, oui, ils réussissent à sortir un gros match alors qu'il leur manque des joueurs. Et puis, il y a un joueur en revanche qui change vraiment la physionomie de cette équipe, parce qu'on a parlé de Jason Potros, parce que c'est le buteur. Mais les deux centres, Leroux Malan et Wayne Van Der Bank, c'est très très bon. Hein. ils ont vraiment un truc en plus. Wayne Van Der Bank, dans cette équipe qui est quand même très solide, très rigoureuse, très carrée, il a vraiment du talent, quoi. Ça saute aux yeux. L'action qui part sur le grand côté Pommel, retour intérieur, bon, ben voilà, c'est l'atout créatif de cette équipe. Mais voilà. Et finalement, c'est le match où j'ai peut-être le moins de choses à dire parce que tu l'as dit, la logique est respectée. All Glory a des regrets, mais New England, le vécu collectif, il est supérieur. Ils ont des bons joueurs et malgré les absents, ils gagnent le match. Après, je suis curieux de savoir ce qu'ont Singren et Conradi, qui sont mes deux joueurs préférés dans cette équipe, parce que avec ou sans eux pour la finale de conf, ça change tout. Ouais, on verra, évidemment, on essaiera d'en savoir un petit peu plus sur leur état de santé, sur l'état de santé des autres joueurs. Et
verra évidemment contre qui ils joueront cette finale de conf. On va passer de l'autre côté, on va aller voir le match entre la meilleure équipe de la saison régulière, Houston contre Dallas, qui est passé par un trou de souris, on va dire. Les Chacos sur la pelouse des Chats-Sabres. Il y avait eu ce match il y a 3 semaines lors de la dernière journée de la saison régulière avec une victoire 29-28 des Chats-Sabres, donc vraiment une victoire sur le fil, alors qui ne changeait rien de toute façon, mais voilà, victoire étriquée, on l'a dit. J'en profite évidemment pour tous ceux qui sont là, je vous remercie évidemment d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions à Pierre ou à moi si vous en avez sur la saison, sur les joueurs, sur les équipes. On est là évidemment pour y répondre. On va partir justement sur ces images, Houston, Dallas avec son maillot City Edition, d'ailleurs, maillot aux couleurs du Texas, avec un essai très tôt dans la rencontre, 13e minute, cet essai en force signé Ronan Foley, et ils enchaînent quelques secondes plus tard. Alors le ballon, c'est un petit peu une savonnette, on va pas se mentir, mais on va réussir quand même à aller au bout à force de nombreux temps de jeu. On va aller chercher le numéro 12, Connor Winchester, qui vient mettre ce nouvel essai. 2 essais à 0. Alors Houston va quand même réagir, premier essai, et puis ensuite c'est Van der Scheif qui va casser la ligne et qui va nous faire un geste insolent devant Jason Tidwell. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau du tout. Ah bah, le karma, on le sait quand ça arrive. Il va le regretter parce que regardez le match de Tidwell derrière. Ça, c'est pas. Après, à ce moment-là, je vous cache pas que là, je me suis dit, ok, c'est plié. Parce que les Chacos avaient fait le plus dur en menant au score, et Houston, c'est une machine à broyer. Je me suis dit, bon, bah, c'est mort. Ouais, on pensait ils prennent l'avantage grâce à cet essai, mais vous voyez 15 partout, Dallas qui reste au contact, et puis grâce à son troisième ligne que j'adore, Twifua, qui met toujours son équipe dans l'avancée. Cette fois c'est Thomas Kubila qui est trouvé par son numéro 9 pour le nouvel essai de Dallas. Et puis alors on connaissait les air plaquages en MLR, maintenant il y a les air coups de pied avec cette superbe feinte de dégagement qui va permettre à Twifua de récupérer le ballon et de transmettre à Tidwell qui va prendre sa revanche. Je vous remets, attention le petit coup de patte, il est magnifique. Il est incroyable ce faux coup de pied. Je sais pas ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Et puis derrière, la lucidité de Twifua qui vient chercher son ailier, Jason Tidwell qui prend sa revanche, je le disais. Et à partir de là, le match, Dallas l'a en main. Houston, ah oui, la feinte est magnifique, Max, on est d'accord. Houston va quand même réagir, c'est une équipe qui sait quand même jouer, même si elle s'est appuyée sur un gros pack. Alors, c'est pas forcément fluide, mais ça va quand même à l'essai avec André Warner qui va au bout finalement. On est à la 65e minute. Cet essai permet de revenir à moins d'un essai transformé pour les Sabercats. Je vous remets la fin de cette action au passage. Voilà, quand même une belle action, même si les passes n'étaient pas toutes phénoménales. Et puis ce saborde une dernière fois, superbe passe pour personne, superbe tacle sur le ballon, et puis derrière, à la course, c'est le demi de mêlée de Dallas, Randy Oliver qui est le plus rapide. Et pour fêter ça, petite crampe, magnifique, il demande de l'aide. Il demande de l'aide, et alors mention pour Connor Grindal qui n'en a rien à faire et qui vient juste fêter l'essai. Il saute dessus, l'autre il dit arrête, c'est incroyable. Heureusement il y a Winchester qui vient lui sauver la vie à Randy Oliver. Ils ont failli de l'assassiner dans le but. Voilà. Et du coup, ça fait victoire de Dallas 34-22. C'est un énorme coup de tonnerre. Alors coup de tonnerre parce que Dallas était certainement l'équipe la plus faible de ces playoffs, toutes conférences confondues. Houston a été la meilleure équipe de la ligue, mais surtout, c'est une petite stat qui est importante. Alors, Dallas n'existe que depuis c'est seulement la 3e saison de Dallas en MLR, mais c'est la première victoire des Chacos contre les Chats-Sabres. Quel que soit le terrain, c'est la première victoire, donc c'est à signaler évidemment. Voilà la première victoire des Jackals, certainement au meilleur des moments, puisqu'on entre on entre en phase finale. Tu l'avais dit, Pierre, cette équipe de Houston, elle était moins bonne, mais on pouvait décemment pas s'attendre à une victoire de Dallas. Ah non, franchement, je pensais qu'ils allaient perdre en finale de conf. J'imaginais contre Seattle, j'étais vraiment pas sûr même j'étais sûr que Dallas allait pas le faire. D'autant que là, on dit que Houston était très fort et que les Chacos étaient peut-être les plus faibles. C'était même pire que ça, c'est que Dallas, il prenait des branlées par des équipes, il se faisait éclater par des équipes qui sont même pas en playoff. C'est vrai. Donc bon,
je pensais que ça allait être la boucherie. Les Chacos devaient le penser aussi. Le problème, c'est que Houston, on était convaincus. Et quelle arrogance de Houston! C'est-à-dire que déjà, le comportement du centre qui fait coucou, Van tout der ça, Scheif, je vais vous le remettre, hein. On va t'as compris quoi qu'il y avait un truc, un petit, un petit problème derrière. Jusqu'à maintenant, Houston, ils avaient perdu très très peu de matchs, ils avaient été mis en difficulté. Les rares fois où ils avaient été mis en difficulté, c'était sur des équipes qui mettaient du volume, qui les déplaçaient et qui mettaient des petites chips, qui emmerdaient le troisième rideau, qui allaient taper dans le dos des ailiers, qui allaient essayer de prendre l'arrière à la course. Voilà, ils courir. Là, ils ne se sont pas fait battre par les Jokers qui ont joué au pied. Ils se sont fait défoncer devant. Ils ont perdu des duels, ils se sont fait casser la tête. Les 2 premiers essais, ça vient dans des zones zéro. Pour Houston, c'est impossible, en fait, c'est injustifiable. Sauf un petit péché d'orgueil, un peu d'arrogance. Et ça se retrouve aussi dans les compos, parce que finalement, ils avaient mis un banc énorme avec, par exemple, Gideon Van Wyk, celui qui fait la chispera là, sur le dernier essai de Houston, exactement. normalement titulaire indiscutable. Tian Erasmus, le 16 remplaçant, normalement titulaire indiscutable. C'est un petit peu des choix en pensant que ce match-là, il allait être facile. Ce match-là, il allait être facile et il fallait pas user trop les cadres. Et finalement, ben, ils vont pas s'user les cadres, hein. Ils sont en Ah bah vacances. ils sont Donc, bien là, hein. ouais. Après, pour Houston, tu l'as dit, je m'y attendais parce que ils n'ont pas su trouver des solutions en fait. Ça fait quelques semaines que ils sont un peu émoussés, ils sont moins puissants devant, moins bien structurés aussi. J'avais le sentiment qu'ils préparaient les phases finales, tout ça, mais ça justifiait pas le fait de perdre des duels en fait. Même à moins de vraiment pas vouloir te blesser, mais il faut mieux pas jouer dans ces moments-là. Et à l'inverse, les Chacos, bah, ils ont trouvé une charnière qui marche mieux avec Juan Dean Oliver, Martin Elia, ça marche bien. Ils ont replacé leur capitaine Giro Gomez-Vara en deuxième ligne, ce qui fait que ça leur apporte une solution en troisième ligne supplémentaire parce que Makin Alikan, c'est un peu le coureur. Samuel Tuifua, c'est le puissant. Mais Ronan Foley fait une super entrée parce que Ben Fry, qu'on connaît en Europe, Oui. international gallois, il jouait pas. Donc, bah, il trouve des solutions. Et puis après, peut-être que ce qui a fait la différence sur ce match précisément, ça va être l'indiscipline de Houston, parce qu'il concède 8 pénalités, les Jackals aussi, mais un carton jaune partout, alors que d'habitude, Dallas, ils prennent mais la rafale. C'est rare les matchs où ils prennent qu'un jaune. À Dallas, s'il n'y Et a pas un moment où malgré ils le sont à résultat, 13, ça va pas. ouais, c'est ça, ils se sentent pas bien. Et malgré le résultat, il faut quand même souligner le fait que Houston a fait un bon match. C'est-à-dire qu'ils portent plus le ballon, ils plaquent plus, ils franchissent plus, ils ont plus de mauls. Et, ils passent pas complètement à côté. Mais Dallas fait le match de l'année et Houston, avec un petit peu d'arrogance, en prenant pas les points à chaque fois, ben voilà, au final, ils sont battus. Et largement en plus, 22-34, à la piole. Ouais, c'est En plus, compliqué. le Sabercat Stadium, Rémi, je peux en parler parce que tu sais mieux que moi, mais le Sabercat Stadium, en plus, c'est une autre. Normalement, tu gagnes pas là-bas. Ah non, c'est le stade qui appartient à Houston, c'est celui qu'ils ont fait construire justement pour passer ce cap. Nicolas Godignon en a parlé dans ce superbe entretien qu'il t'a accordé et qui est magnifique. Il y a toujours des extraits à trouver sur notre Instagram. On vous mettra l'entièreté sur YouTube à la fin de la saison. Évidemment, Nicolas Godignon, le coach adjoint de Nola Gold. On va aller justement du côté de Nola Gold. Et pour finir, moi j'ai l'impression que Alors, la petite question de Max, et si le fait de mettre des cadres sur le banc n'était pas une tentative pour faire un électrochoc pour réveiller son équipe? Ah, tu as mis le Oui, pouce. peut-être. Le pouce est levé, donc... J'ai pas fait exprès, je me suis gratté, mais oui. Ben, en fait, Max, oui, c'est possible. Le seul problème, c'est que tu peux pas transformer tes phases finales en laboratoire, a fortiori quand ton équipe est la meilleure de la saison régulière. T'es censé être prêt. Enfin, Houston, cette année, ils ont perdu 2 matchs. Enfin, tu as la meilleure formation, tu as la meilleure équipe. Alors, moi, ma théorie, c'est que vraiment, ils étaient certains que Dallas n'était pas très bon. Et on peut pas vraiment leur jeter la pierre. Dallas, c'est 10 défaites cette saison. Enfin, je veux dire, ils ont 6 victoires. C'est une de plus que Utah, c'est une de plus que Los Angeles.
c'est égalité avec Miami. Enfin, je veux dire, c'est nul. Après, bon, bah, c'est la magie des phases finales, hein, j'arrive pas à expliquer comment Houston a réussi à se mettre dans la merde comme ça. En jouant simple, ils auraient dû gagner. Bon, Ouais, bah, et tant mieux pour moi, parce que je suis content pour Dallas. bien sûr. Le point fort de Houston, on l'avait remarqué, c'était souvent le début des matchs. On l'a vu, cette équipe baisse de niveau à partir de l'heure de jeu. Et là, tu prends 2 essais dans le premier quart d'heure. Alors, fin de premier quart d'heure, mais tu prends 2 essais directement. Et ça rejoint, à mon sens, ce que tu disais par rapport à un petit peu l'arrogance de cette équipe qui se voyait déjà en finale de conf. T'as pas commencé le match pied au plancher comme tu sais le faire. T'as couru après le score, t'as fait un effort pour revenir à hauteur de Dallas, sauf que tu les as mis en confiance. Moi, c'est l'analyse que je fais de ce match. Et après, sur la fin, bah, t'es cramé, tu fais des conneries. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est qu'ils n'ont pas subi le jeu au pied de pression de Dallas. Dallas n'a pas mis des chandelles ou tapé dans le dos des ailiers pour pousser Houston à remonter beaucoup de ballons. Par contre, ils ont eu un jeu au pied d'occupation incroyable, hein. C'est-à-dire que Martin Elias, le demi-mêlée, il fait quasiment 1 km au pied, hein. Il fait 878 mètres gagnés juste avec le jeu au pied. Tu rajoutes Connor Winchester, il en fait 400. Mais en fait, tu dois remonter le terrain 12 fois pour Houston. Il y a 1 km 200. Tu dois remonter le terrain minimum 12 fois. Ils ont fait Houston-Dallas au pied. Ils ont bien joué leur carte. Ils ont un peu abusé, ouais. Mais bon. Ah, mais ça a marché. Ça a marché. Et... ça fait partie du jeu, en fait. Tu joues avec tes armes. Bah ouais, bien sûr. Et quand tu as un pack comme Houston où ils font tous sans diplôme, bah, au bout d'un moment, ils sont fatigués. Et puis, il n'y a pas que le pack, hein. Quand tu vois Adji Alitimou, bon, j'ai rien contre lui, mais Adji, il fait 110 kilos, quoi. Donc, bah, quand ton demi d'ouverture, il fait 110 kilos et qu'il doit se déplacer tout le match, bah, au bout d'un moment, il est plus très lucide. Bon, voilà, je crois que vraiment, on peut conclure sur le fait que Houston sera probablement champion dans les 3 prochaines années parce qu'ils ont tout pour. Ils ont le stade, ils ont l'argent, ils ont la passion, ils ont un bon recrutement, ils ont les 73 Sud-Africains qui suffisent bien à dominer la saison régulière. Ce match-là, il sera probablement bien plus fondateur que leur victoire contre Seattle, qui est le deuxième de la conf, tu vois. Je pense vraiment que cette défaite-là, ils vont apprendre beaucoup. En tout cas, ce que je leur souhaite. C'est évidemment ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite évidemment aussi à Adrien Abadi, qui n'est pas là. Parce que en deuil, évidemment, pauvre Adrien Abadi qui n'a pas voulu participer, qui était en vacances. Je voulais pas m'affronter. Non, il avait pas voulu. J'ai pourtant dit, j'ai pourtant annoncé que je voulais une confrontation à Mich Abadi et il l'a vilement, il y a vilement échappé. C'est pas le premier à s'échapper. Écoute, c'est pas grave. Allez, et du coup, eh bien, on a donc nos 2 premiers qualifiés pour les finales de conf, New England à l'est. Dallas à l'ouest, c'est la première surprise. On va aller voir la deuxième équipe à l'ouest, justement. On va aller voir tout de suite ce match qui était certainement le plus serré et qui au final s'est révélé être le moins intéressant, en tout cas à mon sens. Mon Pierrot, Seattle contre San Diego, là aussi il y a un arrière qui ne fait pas du tout son point, hein. Mikey Theo évidemment pour ne pas le citer, qui porte désormais le numéro 25 puisqu'il compte pour 3. Il rentre plus dans le 15 et plus dans le 23, donc il rentre dans le 25. Alors, je suis bien placé pour parler de gros cochons, puisque je fais moi-même 110 kilos. Mais là, Mikey Theo, c'est catastrophique. Bah, vous verrez les images. Regardez le 25, c'est un facochère. Le terme est bien choisi. Allez, c'est parti sur... ici, on est toujours à Tukwila, évidemment, le stade de Seattle, hein, dans la banlieue de Seattle. Évidemment, avec ce petit coup de pied magnifique signé d'Ivan Rousseau pour Duncan Matthews, l'arrière de Seattle qui vient inscrire le premier essai après quasiment un peu plus de 10 minutes de jeu. À l'origine, c'est ce ballon qui est bien volé devant les 22 mètres de San Diego par ce bon vieux. Alors attends, c'est qui sauve ce ballon? Oui, c'est oula, j'ai perdu mes petites notes. C'était Devin Short, voilà. Seattle qui enchaîne, hein, qui va inscrire un deuxième essai. Il y a encore Duncan Matthews qui est stoppé pas très loin de la ligne d'essai, mais c'est Reno Herbst, vous le voyez, le numéro 4 qui vient après 1 ou 2 temps de jeu supplémentaires venir marquer. Et il faut attendre, regardez l'heure de jeu pour que San Diego réagisse véritablement. Alors la botte de Matt Guito permet de rester un temps soit peu dans le match, mais c'est surtout après la 60e que San Diego va se réveiller avec cette poussée. Guito d'ailleurs est dans ce ballon porté. Ça va à laisser première
Première fois que San Diego va à Dame dans cette partie. Match relancé. Et du coup, ça va réveiller complètement cette équipe de Seattle qui s'était un petit peu endormie. Le ballon dans la course de Tony Poulou, stoppé à un peu plus de 5 mètres. Et là, Pago Aini qui vient surprendre le long de la ligne de touche. Super baissé de la part du numéro 20 de Seattle. Je vous laisse le ralenti de cette action. Voilà, Poulou est bien stoppé. Mais alors par contre derrière, le gros travail aussi du demi-mêlée de JP Smith de Seattle qui vient débloquer qui vient déblayer parfaitement. Et là vous le voyez, le 25, Mikey Theo, bon il touche pas la balle là-dessus, pas tout de suite en tout cas. 77e, 30-14, San Diego doit marquer 3 fois. Il est là. Et il a une bonne main par contre, Mikey Theo, ça on peut pas. C'est un super joueur, c'est juste qu'il a un IMC, il est en obésité morbide, c'est plus possible quoi, tu vois, il faut, enfin, c'est plus acceptable, c'est censé être un leader de l'équipe, il peut pas jouer plus de 20 minutes quoi. Voilà, ça c'est compliqué, Divan Rousseau qui joue dans un fauteuil, j'avais pas vu ton petit commentaire. Effectivement, là vous avez vu laissé tout en funambule de Thomas Awake, je vous le remets très rapidement pour ceux qui éventuellement voudraient revoir cet essai de la part de Thomas Awake. C'est l'essai de... C'est pas l'essai de l'espoir puisqu'on était à la 77e, il y avait très peu d'espoir pour San Diego puisqu'il fallait donc marquer 3 fois. Hop, je vous mets un petit peu la fin sur cette dernière passe de Connor Tupai. Petit essai de funambule. Ils mettront un dernier essai San Diego après la sirène, un essai de pénalité pour donc mourir à 30-28, ce qui est un petit peu triste pour cette équipe de San Diego, mais qui a pas... Ce qui est flatteur aussi parce que il y avait plus d'écart que ça. C'est ça, voilà. 30-28, ils sont bien payés. Seattle s'est très clairement arrêté de jouer après l'essai de Pago Aini. Là où je vois que pour moi c'était le match le moins intéressant, Pierre, c'est que San Diego passe à côté de son match pendant une bonne heure. Il n'y a que Matt Guito qui te permet, grâce à quelques pénalités, de rester un temps soit peu dans le match, mais Seattle paraissait vraiment au-dessus avant de complètement lâcher en fait. Seattle, ils ont joué à leurs mains et le problème, c'est que Seattle et San Diego s'appuient à peu près sur les mêmes forces. Ils ont des lignes de 3/4 dominatrices. C'est peut-être sur le papier les deux plus belles lignes de 3/4. Le truc, c'est que Seattle, ils ont été bien meilleurs. Que ce soit Dan Creel ou Tony Poulou, ils portent leur équipe, ils sont vraiment très forts. Rhino Herbst, il a avancé sur tous ses ballons. Divan Rousseau, c'est la plaque tournante du jeu, même s'il n'est pas demi d'ouverture. Il est ultra précieux dans l'animation. C'est le deuxième numéro 10 en fait derrière Mac Mason. Bon buteur. Ouais, c'est ça. C'est un 5/8e quoi. Et en face, même si les statistiques sont flatteuses, Matt Guito et Mahanonou, je trouve que San Diego, c'est horrible ce que je vais dire parce que c'est des joueurs qu'on a le droit d'idolâtrer, qui ont eu une carrière extraordinaire et ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, San Diego, ils sont meilleurs sans eux. Et le sursaut de San Diego, ça correspond à la sortie de Mahanonou. Bon, le problème, c'est que ça correspond aussi à l'entrée de Tupu Afunja, qui est quand même un idiot complet. C'est-à-dire que sur l'essai, non mais tu vois, départ du 9, il lui met un caramel avec le front, il se relève et il couvre pas petit côté. Et donc il repart, il sait pas ce qu'il fout là, il regarde à qui il peut mettre un nouveau coup de plafond, tu vois. Attends, replace-toi, relève la tête, souffle, et en fait... On va vous le remettre au ralenti rapidement. Voilà. Il y a quelques ratés dans cette équipe. Voilà, on voit le départ de JP Smith. C'est non, regarde le départ. Boum sur Poulou. Funja, il va lui mettre un énorme turbo coup de plafond, paf, il se relève, et puis il regarde que le ballon. Ouais. Oh, pardon, j'avais oublié de regarder. Et Aini, par contre, il se fait plaisir. Ouais, bon. Après, ce qui m'a surpris, c'est que San Diego a été bon devant. Un peu meilleur que Seattle, en tout cas sur la fin de match. Bon, ça c'est à noter. Mais Seattle, j'aime bien cette équipe. J'aime ce qu'ils produisent. J'aime Dan Creel, que je trouve vraiment très fort. Tony Poulou, qui a été aux portes des Blacks, qui est quand même un super joueur. Devant, c'est cohérent. Vraiment, j'aime cette équipe. Et le tout sans un de leurs meilleurs joueurs qui est pété depuis des semaines, qui est Vitakuri Drani, qui est plus là. Mais bon, ils arrivent à s'adapter quand même plutôt intelligemment. Mais gros cœur sur Dan Creel. Voilà, vraiment, je ne vais pas vous mentir, je connaissais
pas ce joueur avant de regarder les matchs de Seattle. Et à chaque fois que je regarde les matchs de Seattle, je vois que lui. Vraiment, hein. C'est le frère jumeau de Jesse Krill, champion du monde 2 fois avec les Bucks. Il est pas loin du niveau de son frère, quoi. Vraiment, en tout cas, toute proportion gardée, on va dire que l'impression de vitesse, explosivité, puissance de son frangin au niveau international, c'est la même pour lui en MLR. Il est au-dessus. Et Seattle l'est également, puisque voilà, la petite statistique, ça fait que c'est la 4e fois en MLR qu'il y a finale de conf, puisqu'avant il n'y avait qu'une seule poule. Et bien pour la 3e fois de suite, Seattle est en finale de cette conférence Ouest. Alors ils n'ont pas toujours été vainqueurs de cette finale, ils ont même aussi perdu en finale du championnat. Seattle reste malgré tout la meilleure équipe, le meilleur palmarès de MLR, puisqu'ils sont champions en 2018, en 2019. C'est la seule franchise à avoir remporté 2 titres en MLR, exactement. Et la force de l'habitude, 2021 c'est la seule fois où ils ont raté les playoffs. On compte pas 2020 puisque la saison évidemment a été arrêtée à cause du Covid, mais voilà, ils ont raté les playoffs une seule fois. Et sinon, eh bien, ils sont toujours soit sur la dernière marche de la conférence Ouest, soit tout simplement en finale du championnat. Vraiment, il y a la force de l'habitude. Là où pourtant, on n'a pas forcément un effectif qui est aussi clinquant que peuvent l'être ceux de San Diego, par exemple, ou même d'autres équipes. J'ai même envie de dire presque un Miami qui a un effectif peut-être un peu plus clinquant sur le papier que Seattle. En fait, ça dépend de ce que tu attends. Moi, je trouve que cette équipe-là, elle est cohérente. Tu vois, un gars comme Mike Mason, le demi d'ouverture, c'est un pur joueur, quoi. C'est un excellent buteur, meilleur réalisateur de la saison. Ils ont pris des grosses roustes, mais ils ont mis aussi des branlées à des équipes. Il y a des matchs où ils marquent 50 points. Il y a toute une série, là, courant en février, si je dis pas de bêtises, dès qu'ils jouent, ils sont énormes. Ouais, moi, j'ai pas grand-chose à leur reprocher à cette équipe-là. Le seul truc qui me déçoit un peu pour la conférence, c'est que ils vont jouer les Jackals. Et donc, on attendait le Houston-Seattle. Oui, en fait, c'était le match qu'on espérait tous. En plus, ils avaient un tableau horrible parce qu'ils prennent San Diego, qui est l'équipe que tout le monde veut éviter. Parce que quand même, San Diego, il n'y a pas que Manonou Madguito, tu vois. Tu as quand même Blair Cowan, tu as Luke Green, t'as Paddy Ryan, tu as Mike Theo, même s'il est en surpoids. Tu as des joueurs, ils sont pénibles, tu vois. Tu n'as pas envie de les jouer. En plus, je sais pas trop si les mecs ils vont pas sortir un vrai gros match. Et derrière, ils devaient se taper Houston, puis le vainqueur de la conf Est. Là, je dis pas que c'est un match pour du beurre, parce qu'ils risquent de se faire traverser comme Houston s'ils y vont la fleur au fusil. Mais ils ont joué le match le plus dur de leur playoff au premier tour, en fait, en demi. Parce que la finale de conf, là, c'est du lourd, normalement, ils doivent gagner. Ah. Et je pense qu'ils vont gagner largement. Je vois pas comment les Jackals vont réussir à faire quelque chose. L'effet de surprise, il y est plus. Parce que là, on va se tourner vers ce Seattle-Dallas. Alors d'ailleurs, à noter que c'est Seattle-Dallas. Hein. Dallas ne récupère pas le spot de Houston. On prend vraiment à chaque fois l'équipe qui a été la mieux classée sur la saison régulière. Ça veut dire que quel que soit le vainqueur de Seattle-San Diego, Dallas, de toute façon, jouer sa finale de conf à l'extérieur. Ce sera donc à Seattle. Il n'y aura plus l'effet de surprise pour les Jackals. Ça paraît compliqué de réaliser 2 fois l'exploit à l'extérieur. Qu'est-ce que... sur quel secteur de jeu ils peuvent appuyer pour espérer emmerder Seattle? Ils vont faire comme face à Houston, ils vont monter des kits dans tous les sens et mettre la guerre. Ce qui est drôle, c'est que cette saison, c'est avantage Dallas. Oui. Parce qu'ils ont gagné de 7 points à domicile, ils ont perdu de 2 points à l'extérieur. Ils vont perdre 34-32 à Starfire Sports Center complexe à Tuikula. Et à domicile sur leur terrain de l'enfer, à Arlington, très précisément. Arlington, au Chocoto Stadium, ils gagnent 14-17. Mais clairement, ces 2 fois-là, c'est presque miraculeux. Le 14-7, ils doivent jamais gagner. Si je me juste le remettre en tête là, vite fait, mais dans ma tête, ils font un match abominable sur la discipline. Mais peut-être que j'ai l'impression, donc je regarde, je vérifie quand même les stats. Ce serait pas étonnant hein, vu le PIR de cette équipe de Dallas. C'est une des équipes les plus sanctionnées de la ligue. Avec Miami. Alors, ce sont tes 2 équipes préférées. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
probablement. Donc ils gagnent 14-7, ils prennent 4 cartons jaunes, 18 pénalités concédées. 4 jaunes et 18 pénalités. Enfin, Normalement, voilà, t'es censé prendre 30 doit pas points. exister. Oui, bien sûr. Ah non, mais c'est impossible, normalement, tu dois pas gagner. Donc voilà, ils ont eu de la réussite face à ces équipes face à l'équipe de Seattle par 2 fois, mais j'arrive pas à croire qu'ils peuvent le faire. Voilà. Alors c'est une équipe que j'aime bien, mais j'arrive pas à y croire. Ce serait une énorme surprise de retrouver Dallas en finale de conf avec un bilan 6-10. Ce serait anormal. Et Dallas qui soulève The Shield avec un bilan négatif, même en gagnant 3 matchs en playoff, c'est extraordinaire. Ouais, ce serait fou. Bah, c'est ça, c'est que même en gagnant tes 3 matchs, t'es quand même en négatif. C'est bon. Et après, Castres a été champion en terminant 6ème du top 14. Mais t'avais pas un bilan négatif, tu vois. Non, normalement, en top 14, si t'as un bilan négatif, t'es pas censé aller en barrage. Bah, c'est clair. Enfin, évidemment, toute proportion gardée. C'est comme si cette année, pire que Perpignan, Lyon, avec une saison abominable, ils étaient vainqueurs de... Bon, il n'y a pas de conf, mais... ils allaient en demi-finale. Ou finale, non mais c'est assez fou. Donc, Seattle, Dallas, la première demi-finale. Finale de conf, bien évidemment. On est aux États-Unis. Ce sera au Sportsfire Complex de Tukwila, dans la banlieue de Seattle, dans cette magnifique banlieue de Seattle. Je le rappelle, hein, pour ceux qui êtes là, n'hésitez pas à poser vos questions, donnez vos pronostics aussi pour ce Seattle-Dallas. Là, l'énorme surprise, on l'a dit. Et on va Est-ce qu'ils peuvent encore gagner les maillots? Parce que là, il y a pas mal de monde qui nous suit aujourd'hui, qui découvre peut-être le fait que on débriefe tous les matchs de MLR et tous les rounds. Mais il y a aussi un jeu qui avait été lancé il y a quelques semaines pour gagner son maillot. Exactement. On l'a fait gagner, ouais. On a fait gagner le maillot. Ça y est, c'est fait. Ouais, on l'a fait gagner à l'issue. Il a choisi quoi? Il a choisi un maillot de Nola Gold. Ce cher Noah. C'est Noah qui a gagné le maillot. Il a choisi le maillot de Nola Gold. Je lui ai demandé d'ailleurs s'il l'avait bien reçu, parce que normalement il a été envoyé et j'espère qu'il l'a bien reçu, évidemment, parce que c'est quand même important. On fait pas des jeux pour que les gens ne gagnent pas derrière. En fait, c'est moi qui ai le maillot. Je vous le dis pas. Je l'ai là. Je le porte. Mais en effet, alors. On peut reparler et digresser très rapidement des maillots. Il y a quand même des maillots qui sont très sympas et il faut souligner le travail de Kappa, puisque comme dans tous les sports US, il y a un seul équipementier qui équipemente, du coup, qui équipe, c'est mieux, les franchises. Qui équipemente, oui, bien sûr, du verbe équipementer. Bien sûr. Et Kappa fait un très bon travail et il y a des maillots qui sont très beaux. Voilà. Donc n'hésitez pas, je rappelle, du coup je vais vous le donner, je suis désolé, je te coupe, mais le code LESO avec un L et un O majuscule, on vous le met dans le chat sur le MLR Shop, et bien vous avez 10% sur votre achat. Voilà, si vous voulez nous offrir un petit maillot ou un petit t-shirt ou la chemise Nola Gold que je t'ai envoyée la dernière fois, Pierrot, qui est infâme. Très jolie. Ah ouais. Moi, si je devais acheter quelque chose, ce serait Miami ou Dallas. Je trouve que les gammes qu'ils font, elles sont trop belles. Moi, le maillot Miami Vice de Miami me fait énormément kiffer. Ouais, grave. Donc... Même le maillot classique de Dallas. Bon, bref, on n'est pas Christina Cordula, mais voilà, t'as compris l'idée. Non, mais nous avons du goût, par contre. Ça, c'est sûr. C'est évident. Des hommes de goût. Exactement. Allez, les hommes de goût que nous sommes, allons nous diriger vers le dernier de ces matchs, de ces 4 matchs. Nous allons du côté de la Nouvelle-Orléans, chez Nicolas Godignon, Nola, Chicago. Alors, sur le papier, là aussi, c'était plutôt à l'avantage de Nola, parce que moi, personnellement, je voyais Nola comme la deuxième force derrière Houston, devant même New England. Et c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Pourtant, 9e minute, Jason, je vais y arriver, j'ai du mal avec les noms aujourd'hui. Jordan Jackson Hope qui voit le trou et qui file à l'essai tout seul après quelques minutes. Tranquille, c'est plutôt bien pour Nola. Bonne défense encore. Oui, les défenses évidemment de ces équipes de MLR, air plaquage comme d'habitude, on a l'habitude. Ça commence très bien, 8-0 pour Nola, mais Chicago va réagir parce que Chicago a un très bon pack, un très bon ballon porté. Il y a surtout Dylan Fawcett, je vous en parle depuis des semaines de Dylan Fawcett, The Butcher, le boucher, et il vient d'inscrire un nouvel essai,
marqueur de l'histoire de la MLR. Bon, dans les airs, ça se passe moins bien, par contre, puisque sur un renvoi, vous le voyez, ça va passer au-dessus des bras, et surtout, ça va, hop, bim, dans le groin de, de ce pauvre Bryce Campbell. Ça profite à Julian Roberts, mais eh bien Chicago a du monde aussi pour répliquer, toujours avec Rolian Dominguez bien servi sur l'aile, qui va nous faire un petit peu la toupie. Et je vais vous le montrer au ralenti parce qu'il y a une montée suicidaire de Filimonnet. Attention, regardez, je sais pas où il va. En fait, moi je comprends, c'est qu'en fait il pense que ça va passer d'eau et il veut anticiper. Mais c'est très bien lu en fait. C'est pas tant le défenseur qui se foire que l'attaquant qui joue vraiment bien le coup, je trouve. Ok, alors très bien. Bon, bah nouveau cadeau, hein, toujours sur les ballons arrêtés, on est toujours aussi à l'aise d'un côté comme de l'autre. Filimonnet encore dans la peau du méchant, ouais, pour Nola, avec Nate Augsburger qui vient terminer. Ça veut dire qu'on a Dylan Fawcett, Rolian Dominguez, Nate Augsburger, c'est-à-dire 3 des cadres de cette équipe de Chicago qui marquent sur cette partie et qui permettent aux Hounds, aux chiens, d'être devant. C'est un essai qui sera validé après la vidéo. Jason Moua quand même va relancer l'intérêt de cette partie suite à cette énorme course où il vient casser 3 plaquages et faire chavirer les quelques jeunes, ouais, qui sont devant lui. Magnifique. Bon, il y a quand même des air plaquages, hein, c'est le plus bel essai de la journée, je trouve. Et il est dans le top essai, bien sûr, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Mais bien derrière, bien Chicago va terminer le travail. La vitesse des arrières avec cette superbe course de KRLC qui vient chercher Mix. Mix, premier essai de la saison carrément. Et KRLC, ouais, on va le retrouver encore sur cette action. Regardez, Mix pour KRLC, ça casse un plaquage sur la montée. Derrière, bien le décalage il est fait et on va terminer le travail du côté de Chicago avec bien le remplaçant Jason Higgins qui inscrit ce dernier essai. Alors c'est un essai un peu pour du beurre, hein, vous le voyez, il y avait déjà 38-21, mais score final 45-21 pour Chicago. Ouais, c'est absolument incroyable, on s'attendait absolument pas à ça. Ils ont mis plus de 2 fois le nombre de points de Nola. C'est une surprise qui est peut-être pas, ouais, aussi forte que Dallas d'un point de vue, j'ai envie de dire, confrontation avant, mais dans le contenu, je trouve que c'est encore plus surprenant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, bah non, mais l'écart, il est fou. En fait, Nola, ils avaient vraiment une gueule de champion. Voilà, je le dis clairement. Nola, ils avaient une gueule de champion. Ils ont battu tout le monde, ils ont mis des branlées à tout le monde. Devant, ils étaient très forts. Derrière, ça manquait peut-être un tout petit peu de liant, mais c'était quand même solide. Et là, ils se sont fait défoncer. Complètement. C'est-à-dire que je pensais que Chicago, ils allaient jouer comme a pu jouer Dallas, monter des quilles, tout ça. Pas du tout, ils ont tenu le ballon le plus possible. En gros, ils tiennent 2 fois plus le ballon. Dites-vous que Nola fait 56 courses, quand Chicago fait 100 courses. Ça force Nola à défendre beaucoup, et ils aiment moins ça qu'avoir le ballon. Il y a 125 plaquages du côté de Nola. Il y a 80 rugs gagnés du côté de Chicago. Donc déjà, dans ce secteur du jeu, ils ont été dominés. Et vu qu'ils n'ont pas le ballon, que la dynamique est côté Hounds, en plus Nola s'est retrouvé 20 minutes à 14. Ils prennent 2 jaunes, ils concèdent 12 pénalités. Donc rien que sur la dynamique du match, ben ça va pas en fait. Pardon, mon fils s'est réveillé, donc je regardais un petit peu. Tu as tout, c'est normal, c'est normal. Je vais devoir aller le Thénardier. Et derrière, sur les statistiques individuelles, quand vous prenez le meilleur coureur de Chicago, qui est Adrian Karels, il fait 145 mètres avec le ballon. Rien que ce chiffre-là, bah, ça veut dire qu'il a eu de l'espace, ça veut dire... Bon. Moi, j'ai trouvé que Chicago, ils étaient ultra surprenants. Je ne les attendais pas à ce niveau-là. Je pensais que Nola allait vraiment être meilleur. Et je pensais que Chicago allait vraiment être moins bon. Donc tant mieux, hein. Tant mieux pour les Hounds qui vont disputer un derby pour la finale de conf, mais que c'est décevant pour Nola, que je suis déçu pour Nicolas Godignon, parce que on s'était un peu attaché à cette équipe quand même. Donc, bien sûr. Voilà, je suis un peu triste pour lui, je suis un peu triste pour l'équipe. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu triste pour Nola. Évidemment, déjà la Nouvelle-Orléans, c'est français.
déjà, hein, il faut le dire. Et Nicolas Gadumec réinvente l'histoire. Nico Godinho, évidemment, a fait un très très bon travail, hein. Ça n'enlève pas tout le très bon travail qui a été fait. Et je parle de Nicolas Godinho, je parle évidemment de tout le staff de Nola Gold. C'était la Oui, première bien fois sûr. que Nola allait en phase finale. C'était la première Ouais. qualification en playoff pour Nola, alors que c'est un des clubs historiques de la MLR. Donc depuis 2018, ils ne sont jamais passés en post-season. Donc il y avait déjà clairement un mieux. Voilà, ils sont tombés sur un Chicago en état de grâce. Moi, j'avais une équipe que j'aime plutôt bien, Chicago, notamment pour sa paire d'ailier Dominguez à Augsburger. Euh, Ouais. Puis Dylan Fawcett, évidemment, le boucher. Quand tu t'es surnommé le boucher, de toute façon, ça veut tout dire. Euh, une équipe que j'aimais bien. J'avais envie de la voir sur cette phase de playoff. Moi, elle m'a surpris et j'ai l'impression que encore plus que Dallas, cette équipe peut enchaîner. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais parce qu'il y a moins de différence aussi dans cette conf. Tout à fait. En fait, quand tu regardes ce que ça donne, les standings, en fait, la conf Est, Miami, à 4 journées de la fin, ils pensent encore pouvoir se qualifier. All Glory, ils doivent leur qualifier à un super rush. Chicago, ils ont eu un énorme creux, ils rebondissent juste à la fin, juste pour prendre le troisième spot. Nola, ils finissent, alors que c'est une des meilleures équipes à 10-6, ça veut dire que cette conf, elle est quand même très serrée. Ils ont que 4 victoires d'écart avec le cinquième. Je ne parle pas de Anthem parce qu'à 0-16, ils n'existent pas, mais ils ont que 4 victoires de différence par rapport au quatrième, quand dans l'autre conf, il y a 8 victoires de différence. C'est pas comparable en fait. Donc on a une conf ultra dense et clairement, si Miami s'était qualifié, Miami aurait pu battre tout le monde. Old Glory était à deux doigts de battre les Free Jack. Chicago qui va taper Nola à Nola, c'est inattendu, mais en même temps, tu sais ils peuvent aller battre les Free Jacks. Conf hyper excitante en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est toujours plus sympa quand il y a évidemment de l'homogénéité comme ça. On va récapituler du coup, évidemment, tous les résultats. Je vous mets directement le bracket, ce sera plus simple. Avec donc New England qui a battu All Glory 33-29. Le succès surprise de Chicago à Nola 45-21. New England, Chicago en finale de la conférence Est. Ce sera la semaine prochaine, ce sera dans la nuit de samedi à dimanche. Houston battu à domicile par Dallas 22-34, c'est l'autre grosse surprise. Et puis Seattle qui l'emporte 30-28 contre San Diego. Vous n'avez pas les scores là, mais je les ai parce que je suis très très fort et que je travaille très bien. Seattle-Dallas, on n'a pas réinterverti, mais c'est bien, ce sera bien un Seattle-Dallas en finale de la conférence Ouest dimanche et un New England-Chicago pour aller rejoindre la finale qui se déroulera à San Diego dans la nuit du 4 au 5 août. Rapidement, mon Pierrot, pronostic New England-Chicago, Seattle-Dallas. Les Free Jacks et Seattle. Pas de surprise. Vraiment, donc. je ne vois pas du tout de surprise. Et je pense que ce serait en plus une finale assez logique. Parce que ce serait le 1 de la conf Est et le 2 de la conf Ouest. Ce serait assez logique. Je ne vois pas Chicago renverser les Free Jacks, même si c'est un derby, même si plein de choses. Surtout Chicago si qui avait gagné là-bas, hein, revient. comme All Glory d'ailleurs. Ouais. Mais bon. Ouais, mais je sais pas. J'ai l'impression que, vu les phases finales, j'ai pas l'impression que New England va perdre. Je crois pas. Même si Chicago peut battre tout le monde, même si je crois que le home advantage est vraiment important. Et de l'autre côté, l'écart est trop important. À mes yeux, Dallas, ils n'ont pas les armes en fait pour aller battre Seattle. Peut-être que je me gourre, qu'ils vont réussir un exploit monumental, mais disons que les chances de voir une finale Chicago-Dallas sont très faibles. Voilà. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que New England et Chicago, ils doivent avoir, ils vont y aller en courant, hein, parce que c'est vraiment à côté. C'est le même état. En revanche, Seattle, Dallas, ils ont un gros déplacement quand même. C'est vrai que on en parle très Po, peu, po, mais po, po, po. les déplacements sont pas sympas. Là, t'es allé à pied jusqu'à Houston, mais oui, là derrière, il faut remonter tout en haut du côté de l'État de Washington, juste en Ah ouais, c'est dessous loin. Hein. de la Colombie-Britannique, canadienne évidemment, puisque les Outsiders TV sont aussi une chaîne géographie, bien évidemment. New England, Chicago, Seattle, Dallas, voilà ce qui vous attend la semaine prochaine. On sera là évidemment mardi pour débriefer tout ça, certainement un horaire un peu plus habituel.
mais c'est pas sûr. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle dinguerie de la part du chef. Donc activez les notifications et puis ce sera non, normalement on partira sur 18h bien évidemment. Petit prono pour ma part, eh bien je vais dire Chicago. Voilà, je vais dire Chicago-Seattle en finale. Moi je les sens bien mes petits chiens, alors voilà, et je crois en Julian Dominguez et en Nate Augsburger, donc j'ai envie d'y croire même si vraiment les Free Jacks sont très très solides. Merci à toi mon Pamiche d'avoir été encore avec moi, on a fait plein de belles choses, plein de mauvaises choses aussi avec des superbes air plaquages et des superbes air coups de pied, mais il y a encore un très beau top essai qui vous attendra sur la chaîne YouTube, évidemment. L'émission vous pourrez la retrouver sur notre chaîne YouTube en entier, des extraits sur nos réseaux sociaux et je rappelle les rendez-vous dans la nuit de samedi à dimanche New England Chicago, dans la nuit de dimanche à lundi Seattle Dallas, c'est sur The Rugby Network, c'est gratuit, vous n'avez qu'à créer un compte et vous pourrez assister à ces 2 matchs de MLR gratuitement et ensuite venir les débriefer avec nous dans notre MLR Show. Très belle soirée à tous, merci à ceux qui sont venus aussi tard, merci encore à toi mon Pamiche et puis à la semaine prochaine. Et puis bon vous le savez, c'est un hymne qu'on va beaucoup entendre dans les prochaines semaines. Ciao ciao.